grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, François Bayrou, haut commissaire au plan et maire de Pau. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés pour vous interroger, Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour Guillaume. Et Adrien Gindre de TF1 LCI. Bonjour. Cette émission est bien sûr en direct jusqu'à 13h. Vous pouvez adresser toutes vos questions, vos interpellations à notre invité. Hashtag le grand jury sur tous les réseaux sociaux. Et Marie-Pierre Haddad viendra relayer tout cela en fin d'émission. Alors François Bayrou, en avril dernier, vous prédisiez que les Français auraient envie, je vous cite, d'aller prendre l'air plutôt que d'aller voter au régional. L'abstention record vous a donné raison, mais quel intérêt de voir juste d'être oracle quand personne ne vous écoute? Vous pensiez pourtant avoir l'oreille d'Emmanuel Macron, François Bayrou, il ne vous a pas entendu. Vous avez aussi parlé dans le vide quand vous réclamiez la proportionnelle, tout comme un plan Marshall pour relancer l'industrie française, mais nous y reviendrons dans cette émission. Est-ce le signe que votre parole ne porte plus ou que le chef de l'État n'écoute pas, y compris ses propres alliés, dont vous êtes, dont le MoDem est au sein de la majorité? Ou est-ce les deux? Du coup, on s'interroge aussi sur votre utilité véritable à la tête du Haut-Commissariat au Plan, censé dessiner l'avenir, alors même que les préoccupations des Français sont d'abord immédiates et qu'ils exigent de leur politique qu'ils y répondent. Et dès la prochaine présidentielle, ce sera bien sûr dans le débat. Sur fond, tout cela de pandémie toujours menaçante, la première question vous est posée par Adrien Gindre. Ce matin, dans le journal du dimanche, près de 100 médecins réclament la vaccination obligatoire pour les soignants. Sans tarder, on sait que le gouvernement y réfléchit. Est-ce que vous considérez qu'il faut franchir le pas et y aller? Est-ce que les députés de votre parti voteront ce texte s'il est présenté à l'Assemblée? Depuis le premier jour de l'épidémie, et ça m'a valu bien des polémiques, j'ai pensé que la seule issue était la vaccination. Et je pense qu'un jour ou l'autre, dans un pays où je vous le rappelle, chaque bébé qui naît reçoit 11 vaccinations obligatoires. Dans un pays où pour aller dans un département français, la Guyane, il faut être obligatoirement vacciné contre la fièvre jaune. Autrement dit, la vaccination, ça fait partie de la vie et c'est probablement la conquête médicale avec l'hygiène la plus importante depuis le début des temps. Et c'est un Français, Pasteur, qui l'a inventé. Alors, et donc, moi, j'ai toujours pensé que ça finirait par la décision collective de rendre la vaccination obligatoire. Pour toute la population? Permettez-moi de dire quelque chose. Pour toute la population, la vaccination obligatoire? Comme les 11 vaccinations qu'on donne aux bébés à la naissance. Et à partir de quel âge? Après, on peut faire des échéances. Mais à partir de quel âge, cette vaccination obligatoire? Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Moi, je vis avec une hantise en face de ce virus. C'est qu'un jour, une mutation fasse que le virus devienne nocif et extrêmement nocif pour les enfants. Jusqu'à maintenant, au fond, la société n'a pas été en profondeur bouleversée. Elle a été en profondeur changée, arrêtée, mais elle n'a pas été en profondeur traumatisée jusqu'à l'âme, parce que ça touche des populations plus fragiles et des personnes âgées, ce qui est naturellement extrêmement grave. Mais ça ne met pas en cause l'âme d'un peuple. Si ça touchait les enfants, et les enfants en bas âge, alors je crois qu'on se trouverait devant des vagues qui mettraient en cause la stabilité même de la société. Donc ça c'est possible si jamais il n'y a pas de vaccination obligatoire. Comment peut-on faire pour se prémunir contre des mutations? Pour se prémunir contre des mutations, il faut qu'on freine la propagation du virus. Alors, et on ne peut freiner la propagation du virus que par la vaccination. Et ça, c'est les enfants qui doivent le dire. Je rencontrais hier des personnes qui font vacciner leurs enfants à l'âge de 12 ans pour qu'ils puissent avoir la liberté d'aller, de venir, de participer à des rencontres familiales ou amicales. C'est aux médecins de te le dire. Mais en tout cas, la vaccination, c'est la seule digue contre ce qui nous pend au nez, ce qui menace d'arriver,
qu'il y ait une 4e vague, et pourquoi pas une 5e vague. Vous avez vu les mutations qui sont en cours et qui sont très frappantes en Grande-Bretagne. Mais François Bayrou, pour bien comprendre, si on dit on rend la vaccination obligatoire pour tout le monde, par Je exemple, crois qu'on le dira un jour. C'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui, François J'ai toujours Bayrou. pensé que c'était la seule issue. que fait-on dans ce cas-là pour ceux qui refusent de se faire vacciner? Il y a aujourd'hui des gens qui disent je ne me ferai pas vacciner. Commençons par la persuasion et par l'incitation avant On de voit penser à qu'elle la plafonne, répression. cette persuasion. Avant de penser à la répression. Je connais des gens de très bonne foi qui ont peur de se faire vacciner. Je pense que cette peur est irraisonnée. On a 30 millions de personnes vaccinées en France. Combien d'accidents? Oui, mais on vous dit qu'il est trop tôt pour savoir s'il y a des effets Aucun, secondaires d'un sans vaccin doute. qui est nouveau dans sa technologie, ce fameux ARN Oui, messager. Est-ce que c'est vraiment nouveau? C'est une autre question, mais ça va être, à n'en pas douter, une arme formidable contre pas seulement les virus, mais contre un certain nombre de maladies. On pense au cancer. Il y a des tumeurs qui vont être éradiquées grâce à l'ARN messager, Et vous ne craignez pas qui en est un réponse, message mouvement hostile envoyé au système immunitaire pour cibler quelque François chose de Bayrou, il dangereux. pourrait y également avoir en réaction un mouvement d'hostilité si on Oui. rend les choses obligatoires. N'est-ce pas? Quand vous êtes un gouvernant Mhm. ou quand vous êtes un responsable, il y a toujours la certitude que quelque décision que vous prendrez, vous aurez un mouvement d'hostilité. Je ne connais pas de décision importante qui n'ait pas provoqué de mouvement d'hostilité. Mais la grandeur de la responsabilité d'un dirigeant, c'est de dire, écoutez, en conscience, j'ai profondément consulté, travaillé, réfléchi sur ce sujet. En conscience, je vous dis que c'est ce qu'il faut faire. Alors vous dites qu'il faut persuader. Je dis, c'est première étape, persuader, inciter. Alors par exemple, on pourrait le faire concrètement. Est-ce que vous seriez favorable à ce qu'on réserve l'accès au transport en commun aux gens qui sont vaccinés en faisant un contrôle de passeport En tout sanitaire cas, il n'y a à aucun l'entrée des doute métros? que pour les spectacles, c'est comme ça que ça va se passer. Pour les rencontres sportives, c'est comme ça que ça va se passer. Vous ne pourrez entrer en tribune que si vous pouvez faire la preuve que vous avez participé vous-même à la lutte. Mais est-ce qu'on contre va plus ce loin? virus. Est-ce qu'on le fait pour les restaurants? Est-ce qu'on le fait dans les trains, par exemple? Est-ce qu'on oblige Je pense que ça viendra. Voilà. Je Mais pense quand, que c'est François Bayrou? assez vite. Vous avez entendu les médecins, les épidémiologistes, ils disent la 4e vague, ça se joue maintenant. La 4e vague, c'est au nombre de vaccinés aujourd'hui qu'on va savoir si on peut freiner ou empêcher cette 4e vague qui nous pend au nez. Vous avez bien vu le variant qui Ce que remonte. vous nous dites, François Bayrou, c'est que s'il y a un projet de loi du gouvernement pour rendre la vaccination obligatoire pour les soignants, puis pour la population générale, vous le voteriez? Moi, je le voterai. Le groupe du MoDem. Non, mais le groupe du MoDem, chacun est libre. Donc D'accord, je mais alors vous êtes président du MoDem, quand même, oui, François Bayrou, je le rappelle. J'essaierai moi-même de persuader et d'inciter et de suivre donc les deux premières étapes, les deux premiers actes que je recommande. Est-ce que vous craignez des tensions entre vaccinés et non vaccinés? Non. Vous pensez que N'est-ce pas sur les 30 millions de vaccinés, vous auriez fait un sondage il y a 6 mois, 15 millions, vous aurez dit je ne veux pas être vacciné. Puis ils ont vu autour d'eux que ça se passait très très bien, qu'il y avait 2 jours ou 1 jour et demi où on est un peu fiévreux, souvent à la 2e vaccination quand ce sont des vaccins à ARN messager. Bon, et puis c'est passé, et puis tout le monde est en bonne santé, puis il n'y a aucun problème. Car il n'y a aucun problème. Il y a des gens La quand même qui ont des vaccination, conséquences, ça n'est pas un difficiles, affaiblissement. hein. Il y a parfois des effets secondaires qui sont forts. des Mais gens qui quand ont des vous dites complications. parfois, c'est 1 sur 1000. Hein. Oui. La vaccination, ça n'est pas un affaiblissement de l'organisme, c'est un renforcement de l'organisme. C'est en quoi Pasteur a été absolument génial en inventant, et dans des circonstances de risque incroyables, le vaccin contre la grippe. La médecine de l'avenir sera une médecine fondée sur l'immunologie. En grande partie fondée sur l'immunologie et les thérapies géniques. C'est une mutation qui est en cours. Et donc il faut rassurer, il n'y a pas, dans dans la quasi-totalité des cas, il n'y a aucun effet secondaire
Alors après, bien sûr, dans Donc toute activité humaine, il peut y avoir un accident. J'entendais un grand médecin raconter que si on vous injectait de l'eau salée, il pouvait y avoir des accidents, enfin du liquide physiologique. François Bayrou, donc vous nous dites en effet qu'il faut donc cette vaccination obligatoire à terme. Il y a un autre le gouvernement devra donc se prononcer et se positionner. Il est en train de consulter les élus locaux. Autre sujet sur lequel le président de la République va devoir arbitrer, c'est bien sûr la réforme des retraites. François Bayrou, c'est un sujet très important. Vous avez dit ici même, il y a quelques mois, que vous étiez défavorable à une réforme d'ici la présidentielle. Êtes-vous toujours sur cette ligne ? Mon problème, c'est que je change pas souvent d'avis. Et vous savez qu'il arrive qu'on me le reproche. Donc, je pense que la période électorale n'est pas favorable pour faire passer à la va-vite une réforme. Je pense que le président de la République, s'il se représente, les candidats à l'élection présidentielle vont chacun défendre un principe de réforme. Et ça aura valeur de une orientation extrêmement forte. J'ajoute que, ayant en effet mes lignes de conduite, moi j'ai toujours pensé qu'une réforme difficile comme la réforme des retraites, il n'y avait qu'un moyen de la faire passer sans bloquer le pays, c'est de dire qu'au terme de sa préparation, c'est les Français qui choisiraient et qui adopteraient par référendum. Vous n'êtes pas sensible Permettez-moi quelques juste un mot phrases. sur cette réforme. Vous dites pas maintenant, mais J'ai le pas dit ministre de pas l'économie, maintenant. Bruno Le Maire, dit il faut montrer que la France continue à se réformer, ne serait-ce que parce qu'elle est lourdement endettée, et donc il faut rassurer les gens qui nous ont prêté de l'argent. Nous sommes à 6 mois de l'élection présidentielle. Chacun peut avoir ses préférences quant au rythme. Moi, je suis extrêmement attentif au caractère, comment dirais-je, de participation des citoyens. Si vous avez vu, tous les syndicats sans exception se sont prononcés, et le patronat aussi, en disant faut juste qu'on respire à cette rentrée. Et naturellement, il faudra reprendre les réformes après. Mais si on ne fait pas l'élection présidentielle, la réforme, mais juste par exemple, ce que proposent certains, repousser l'âge légal à 64 ans, sans faire le système universel, peut-être sans faire les régimes oui, spéciaux. mais vous voyez, moi, je ne sais pas ce que veut dire faire des fragments de réforme. Alors bon, c'est au président de la République de choisir. Mais vous lui avez la dit responsabilité. Il connaît mon avis, je crois. Et donc, et je sais que lui envisage toutes les hypothèses. Et il envisage cette réforme, c'est ce qu'il vous a dit. Mais permettez-moi 2 phrases sur ce que vous avez dit. Moi, je pense qu'il manque une arme à la démocratie française, une arme décisive. C'est que le référendum est totalement dénaturé. Parce que De Gaulle l'a voulu comme ça aussi, hein, c'est un couperet. Ça veut dire stop ou encore. C'est une motion de censure ou une motion de soutien en direct de l'opinion. Mais ça ne devrait pas servir à ça. Si on regarde la Suisse, qui je considère nous montre de ce point de vue-là un exemple, le référendum en Suisse sert à trancher des questions complexes pour que cette décision populaire ne soit pas remise en cause. Avec des très faibles taux de participation, François Bayrou, dans les votations suisses. Mais on va y venir sur l'abstention. Mais on va venir à ça. Mon sentiment est qu'il y a un certain nombre de questions dans lesquelles on serait plus fort si on les faisait trancher par les Français. Alors, les retraites. Et si on les remettait à leur décision. C'est-à-dire les retraites. La présidentielle est juste après, on consulte les Français au moment des législatives. Non, ça ne se passera pas comme ça parce que d'une certaine manière, la présidentielle va servir d'orientation. Ce serait dans le programme, donc c'est pas la peine de faire un référendum. Et on ne peut pas le faire maintenant, ce référendum, François Bayrou. Je reviens sur les principes. Si on allait à une réforme qui soit une réforme qui heurte, qui rencontre la résistance d'une grande partie des organisations, par exemple syndicales et patronales. Qu'est-ce qui se passerait ? Il se passerait quelque chose d'extrêmement simple. Le pays serait bloqué. Quand vous pensez qu'il y a eu des blocages de certains syndicats dans les aéroports et dans les trains le premier jour du départ en vacances et que ça heurte le sentiment populaire à un point qu'il est difficile d'imaginer. Donc, dans le vote, vous trouvez ça scandaleux ? Pardon ? Vous trouvez ça scandaleux, ces grèves de ce week-end ? Je trouve ça
à l'encontre de tous les devoirs que nous avons les uns envers les autres. N'est-ce pas? Les salariés en question ont été soutenus par l'État à 100% de leurs revenus et par les grandes entreprises auxquelles ils participent à 100% de leurs revenus pendant une crise qui a duré 1 an. Et le lendemain, on déclenche des grèves. Je trouve ça insensé. Je trouve que ça heurte le sentiment de bon sens élémentaire qui est celui qui devrait servir de ciment à une nation. Donc revenons aux retraites. Vous dites référendum. Alors, non, mais je prends les retraites comme exemple. Je préfère une consultation populaire à un blocage du pays. Mais ça veut dire que pendant les 10 mois qui viennent, François Bayrou, on ne peut plus réformer. Si, il faut maintenant attendre la présidentielle pour éviter les mouvements sociaux. Je suis persuadé qu'il y a un certain nombre de réformes, par exemple en direction des jeunes, qui peuvent être très importantes, acceptées dans un consensus large, et qui peuvent montrer qu'au contraire, ce sentiment réformateur, il est extrêmement fort. Vous pensez à la garantie jeune universelle ? Je pense qu'à des garanties pour soutenir les jeunes qui entrent dans le monde du travail, doivent y entrer et pour les aider à y entrer. Et le RSA jeune, par exemple, est-ce qu'il a vos faveurs ou pas? Donner à tous les jeunes le même montant. Est-ce que ça peut... Non, ça n'est pas mon... Pourquoi? Spontanément, j'ai le sentiment que c'est... que ça ne conduit pas les jeunes vers la responsabilité et vers le monde du travail qui doit être leur horizon. Je sais bien que c'est populaire, sûrement, ça coûte sûrement très cher, mais ça n'est pas l'argument majeur. L'argument majeur, il faut que la société soit en soutien de ce passage, qui est un passage difficile, vers le monde du travail. Vous vous souviendrez que dans une élection présidentielle, j'avais proposé qu'il y ait un droit à la première expérience professionnelle. Quand vous êtes jeune, quand vous arrivez à l'âge après le diplôme ou avant le diplôme, mais quand vous ne suivez... on vous garantisse que vous aurez une première expérience professionnelle. Ça, vous souhaitez que ce soit dans le programme d'Emmanuel Macron, candidat? Bon, c'est lui qui... D'abord, s'il se présente, s'il décide de se présenter... C'est pas sûr. Et c'est lui... C'est jamais... Ce sont des... Lorsque vous êtes président de la République, vous avez à la fois l'expérience et le souci de cette responsabilité, de cette fonction si importante. Mais qu'est-ce qui l'empêcherait d'être candidat? Et à chaque instant, vous vous posez la question. Et il est naturel que le président de la République se la pose. Je ne doute pas qu'il se la pose. Moi, je pense que sa décision sera de se représenter, mais jusqu'au bout, il est libre. Et vous souhaitez qu'il se représente? Or, c'est un homme qui aime beaucoup sa liberté. Et vous souhaitez qu'il se représente? Oui, je pense que c'est aujourd'hui la personnalité la plus solide, la plus à la hauteur de cette... S'il n'y va pas, vous pourriez y aller vous-même? Nous poserons la question le moment venu, si jamais il venait. C'est pas non. Oui, je reviens aux réformes. Il y en a une autre qui était en cours, qui était la réforme de l'allocation chômage. Alors, le Conseil d'État a bloqué le gouvernement, mais qui a dit nous allons la faire quand même, on va y réfléchir à la façon de la représenter. Là, il a tort. Vous croyez que ça aussi, il faudrait le suspendre jusqu'à la présidentielle? Non, je pense qu'il faut... quand vous avez conduit un texte à son terme et qu'il est bloqué pour des raisons... comme vous le dites, du Conseil d'État ou d'autres... Le Conseil d'État considère que la conjoncture économique n'est pas suffisamment bonne pour pouvoir moins bien indemniser le chômage. Bon, je suis pas là... l'air convaincu. Non, je ne veux pas contester le Conseil d'État. Je m'impose moi-même d'avoir un peu... Mais vous vous rendez bien compte qu'une juridiction qui juge de l'opportunité en fonction de la conjoncture économique, c'est, comment dirais-je, surprenant. Mais moi, je constate, je pense qu'il faut que le gouvernement regarde de près l'argumentaire du Conseil d'État et qu'il prenne la décision d'y répondre de manière à ne pas, en effet, tout bloquer. Et pour relancer l'activité, vous avez proposé un plan Marshall, Adrien Gindre.
Le gouvernement, lui, a déjà engagé un premier plan de relance. Il y a beaucoup de voix qui sont élevées pour dire qu'il était insuffisant, qu'il fallait un deuxième plan de relance, que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, refuse. Quel regard vous portez sur cet arbitrage? Est-ce qu'il faut aller encore plus loin dans la relance ou est-ce qu'on se contente de ce qui est déjà engagé? Alors, moi, je me suis prononcé sur ce sujet dans une note du commissariat au plan, dont je vais essayer de reprendre l'argument. La relance, ça s'adresse à ce qui existe, aux activités qui existent. Moi, j'ai proposé qu'on réfléchisse à une reconquête. Parce qu'il y a un grand nombre de secteurs d'activité du pays dont nous avons été exclus alors que nous avions toutes les compétences et toutes les capacités pour y figurer. Et ceci est un problème national. En France, l'industrie dans le produit intérieur brut, c'est 12%. Et peut-être un tout petit peu moins. En Allemagne, l'industrie, c'est 25%. Mais en Italie, c'est 19%. En Espagne, c'est 16%. Si nous ne voyons pas que nous sommes en train d'être largués dans des secteurs d'activité où nous devrions exister, alors c'est que nous ne faisons pas face à nos responsabilités. Et c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Et vous voyez que la relance, ça ne suffit pas. J'espère qu'il y aura une relance pour l'aéronautique. C'est d'ailleurs en cours. Il me semble que quelque chose est en train d'aller dans le bon sens en matière d'aéronautique pour des raisons intéressantes et qu'on connaît maintenant mieux. Et donc cette reconquête est nécessaire. Je vais prendre un exemple caricatural. Nous sommes les premiers producteurs européens de pommes de terre. Mais nous importons nos chips et nos flocons de purée. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce qu'il y a là quelque chose d'un grand pays? En réalité, dans un certain nombre de secteurs, nous sommes sur un schéma qui était celui, on apprenait ça à l'école autrefois, des pays en voie de développement. Mais pardon, c'est-à-dire en voie de développement. Produisant. On ne va pas demander à l'État de construire des usines de purée. Guillaume Roquette, il ne faut pas caricaturer ce que je dis. Quelles sont les mesures à prendre? En revanche, vous pouvez réunir les industriels du secteur. L'État peut être un fédérateur. Il peut être un stratège et un fédérateur. Il est tout à fait légitime que l'État s'adresse au secteur en disant « Vous ne trouvez pas que dans ce secteur-là, on devrait réinvestir ?» Ils voudront baisser les charges sur les salaires et nous produirons en France. Ils ne disent pas ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut dire chose précise. C'est pas vrai. C'est que nous avons perdu les compétences sur ces filières. On peut les retrouver. Et on peut les retrouver dans de nombreux secteurs. Quand vous êtes un pays capable de fabriquer des satellites, des fusées, des avions, des hélicoptères, les meilleurs moteurs d'hélicoptères du monde, je dis ça à destination de mes compatriotes pyrénéens et béarnais, les meilleurs moteurs d'hélicoptères du monde. Quand vous êtes pourquoi est-ce que vous êtes exclu de ces secteurs-là? Cette reconquête, le gouvernement ne l'a pas engagée. Il devra le faire. Cette reconquête, c'est pour moi l'étape essentielle des années qui viennent. Et c'est les 100 milliards dont vous parlez dans ce cadre de ce plan Marshall, c'est ça? Et c'est le plan Marshall que j'évoque, qui est un plan de financement. De financement, comme on l'a fait après la guerre, de financement des investissements. J'assène ce que je dis. Le problème en France, c'est qu'on confond perpétuellement les domaines de l'investissement et du fonctionnement. Donc vous dites que ce serait des aides pour construire de nouvelles usines? Je n'ai pas dit des aides. J'ai dit des aides à l'investissement. Oui. L'investissement, ça a une caractéristique, ce n'est pas de l'argent perdu. C'est de l'argent que vous allez retrouver plus tard. Et donc, en France, on confond perpétuellement investissement et fonctionnement. Il y a une bonne dette. Et il y a une dette, je ne veux pas dire mauvaise, mais qui ne se rattrape pas. Mais pourquoi Bruno Le Maire ne veut pas de ce que vous proposez? Mais d'abord, je ne sais pas s'il ne le veut pas. Et puis, on a bien le droit d'avoir un débat et de défendre chacun des positions. La dette pour l'investissement, c'est le meilleur moyen de redresser le pays. Parce que, allons un pas plus loin. Si on ne le fait pas, notre contrat social est insoutenable. Vous entendez ce que je vous dis? Le contrat social français, qui est le plus généreux du monde, il est insoutenable si nous ne nous rendons pas compte qu'il est entièrement fondé
sur la contribution des gens qui travaillent, des gens qui ont des revenus. C'est eux qui financent le contrat social. Est-ce que François Bayrou, c'est ce que vous mettez aussi derrière ce que vous avez dit après les régionales, le fameux coup de semonce? Vous avez dit que ce qu'il y avait eu dans l'abstention très forte, c'est un coup de semonce donné à l'exécutif. Est-ce que ce que vous nous dites là en fait partie? C'est-à-dire que les Français protestent contre le fait que l'État n'est pas assez présent pour se projeter dans l'avenir. Est-ce que c'est ça le coup de semonce ou c'est quoi? On n'a pas très bien compris. Le coup de semonce, c'est un terme de marine, vous savez, c'est un coup de canon qui est lancé en direction d'un bateau pour l'avertir que la prochaine fois, qu'il n'y aura pas de seconde fois. La prochaine fois, on le coule. Mais là, en l'occurrence, il se passe quoi la prochaine fois? C'est l'expression que j'ai utilisée. Je peux en utiliser d'autres. Comme quoi? Les Français nous ont adressé un message recommandé et ils attendent l'accusé de réception. Alors, message recommandé à qui? 2 destinataires. Le premier destinataire, c'est l'organisation de la démocratie française. Ce que les Français ont dit, c'est votre démocratie ne nous intéresse plus. Vous nous invitez à voter, on ne sait pas pourquoi on vote. Et même dans ce studio, si je faisais une interrogation sérieuse sur les régions, les départements, les compétences des uns et des autres, les compétences croisées des uns et des autres, et la loi électorale des uns et des autres, on vote pour 2 assemblées qui, au fond, se ressemblent, avec 2 lois électorales fondamentalement différentes, une liste d'un côté, un ticket de l'autre. Tout ça, il faut mesurer que c'est incompréhensible. On le fait selon des modes de votation, comme on dit, totalement archaïques. Mais c'est-à-dire... Qu'il faille... Ouais. Laissez-moi ajouter 2 phrases. Qu'il faille aller le dimanche, que vous ne puissiez pas voter par correspondance. Aux États-Unis, écoutez bien ce chiffre, sur 200 millions de votants pour l'élection présidentielle, ils ont eu, eux, une participation de plus de 75%. Mais le ministre de l'Intérieur vous a dit vote par correspondance, trop dangereux. Non, mais le ministre de l'Intérieur, on a le droit d'avoir des débats. C'est absurde. La position, non pas du ministre de l'Intérieur, mais de l'administration. Enfin, c'est ça, il dit qu'il y aurait des fraudes. Là, aux États-Unis, 100 millions de votes par correspondance, et malgré les millions investis par l'équipe Trump, ils n'ont pas trouvé une fraude. Les Allemands, le vote par correspondance, Angela Merkel éclate de rire. Elle a éclaté de rire dans une rencontre sur le fait que les Français n'avaient même pas le vote par correspondance. La Suisse a le vote par correspondance. Ce n'est pas des démocraties de deuxième zone. Pourquoi pas chez nous alors? Qu'est-ce qui bloque? Parce que chez nous, l'État est profondément marqué par un immobilisme, une paresse de certains responsables, une technostructure qui s'est changée en verrouillage. Et qui, ministre après ministre, leur explique « Non, monsieur le ministre, ça n'est pas possible ». C'est la phrase que j'ai entendue le plus souvent quand j'ai été au gouvernement. Ça n'est pas possible. C'est la même chose dans une mairie. C'est l'administration qui vous dit ça quand vous êtes ministre. Oui, l'administration. Et puis, naturellement, les ministres sont solidaires de leur administration parce que c'est comme ça que ça se passe. Et qu'il faut une dose d'énergie absolument irrésistible pour faire bouger tout ça. Mais c'est notre responsabilité. Alors, François Bayrou, on va y revenir très longuement sur cette organisation de la démocratie, peut-être aussi parce que vous estimez que la proportionnelle devrait être élargie. On y revient après une courte pause. À tout de suite. Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le haut-commissaire au plan et maire de Pau, François Bayrou. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Avec à mes côtés Guillaume Roquette du Figaro et Adrien Jeanne de TF1 LCI. Nous parlions de comment refonder cette démocratie pour faire en sorte qu'il y ait moins d'abstention. On poursuit sur ce thème, Guillaume Roquette. Est-ce que l'une des solutions ne serait pas que les Français connaissent mieux leurs élus et peut-être pour ça revenir sur le cumul des mandats Le non-cumul des mandats, pardon. Oui, c'est ce que propose Richard Ferrand ce matin dans le journal du dimanche. L'interdiction du cumul des mandats, c'est une décision qui a été prise. J'ai moi-même soutenu. Je reconnais que le résultat n'est pas celui qu'on attendait. Parce que en France, la démocratie est soumise à une nécessité d'incarnation. On a besoin de connaître les gens.
Et c'est vrai que du temps où il y avait un député-maire, on le connaissait mieux. J'ai moi-même pas été député-maire, mais député avec d'autres fonctions locales, président du Conseil général à l'époque. On connaissait mieux. Bon, en même temps, c'est une évolution profonde de la société. Ça ne s'est pas fait par hasard. C'est fait parce qu'il y avait une demande sociale très forte. Les Français Et donc, réclamaient. Voilà, réclamaient, et il faut qu'on reprenne ça. En tout cas, il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que l'intrication de nos collectivités locales, des différents étages de responsabilité locale, il y en a au moins 3 et dans beaucoup de régions 4, rendent incompréhensible la démocratie locale, et une partie des messages recommandés avec accusé de réception que je décrivais vient de cette constatation. On n'y comprend rien. Et à la vérité, on ne peut rien y comprendre parce que c'est invraisemblablement compliqué. Faut supprimer un niveau de collectivité. En tout cas, l'idée qu'on puisse accumuler ainsi les intercommunalités, les départements, les régions, les collectivités. François Bayrou, très concrètement, est-ce que c'est les intercos ou les départements? Essayons de ne pas simplifier. Oui, mais les intercommunalités, il faut que c'est trop compliqué. Non, essayons de ne pas être simplistes. Excusez-moi. Mais il faut simplifier tout de même. Donc, les intercommunalités, c'est absolument nécessaire. C'est devenu... et ensuite, l'étage intermédiaire, qui devrait être un étage de fédération des différents territoires, départements et régions, ça ne va pas. Ça dépend. Il y a des régions qui vont très bien. La Normandie, parce que c'était historiquement inscrit. Mais la Nouvelle-Aquitaine, qui est plus grande géographiquement qu'un grand État européen, qui met dans la même région, je parle de ma région, qui met dans la même région Pau et Biarritz, et puis Poitiers, et puis Limoges, et puis Bressuire, et puis... Bon, c'est impossible. Il faut 7 heures ou 6 heures pour aller d'un bout de la région à l'autre. C'est inimaginablement irrespectueux donc il faut de ce que les histoires et la géographie ont été. Et puis les départements à l'intérieur n'ont pas exactement trouvé leur place. Il se trouve que Nicolas Sarkozy et moi, pour une fois sur la même ligne, nous avions soutenu l'idée du conseiller territorial. Je trouvais, moi, qu'on aurait pu l'appeler conseiller général, c'était son nom autrefois et ça allait très bien, qui était à la fois un élu des départements et de la région. Autre sujet sur lequel vous êtes beaucoup battu, la proportionnelle, Adrien Gindre. On parlait tout à l'heure référendum, François Bayrou. Est-ce que là, par exemple, c'est un sujet sur lequel on pourrait imaginer une consultation des Français à l'automne pour enfin l'introduire pour les législatives de l'année prochaine? Pour moi, c'est indispensable. Et c'est le seul moyen que cette loi électorale soit adoptée. Référendum. Le référendum. Mais on le fait comment? Est-ce qu'on le fait là? Parce que votre ami Patrick Mignola, qui est le chef de file des députés MoDem, dit il suggère d'organiser ce référendum à l'automne. Est-ce que vous soutenez cette proposition? Je croyais même avoir proposé cela de manière un peu explicite. Alors il s'est inspiré de vous, mais c'est l'automne? Préalablement, c'est normal, nous appartenons à la même équipe. Donc ça peut être l'automne. On pourrait imaginer au pire de le faire le jour des législatives, de manière que ce soit installé dans la loi après. Tout ça, je suis prêt à le discuter. Je sais une chose certaine, c'est que les Français ont le sentiment d'une immense injustice devant laquelle tout le monde est indifférent. Vous avez 60% des Français qui ne sont pas représentés dans leur assemblée. Et l'assemblée, c'est fait pour représenter le peuple. Pourtant, il y a de la proportionnelle au régional et ça n'a pas conduit les Français à se déplacer. Oui, mais on parle d'autre chose là. On parle du fait que les Français voient dans leurs institutions une justice à laquelle ils peuvent adhérer. On a un président de la République qui a, et c'est normal, l'essentiel du pouvoir exécutif entre les mains. Il a, et c'est normal, c'est le président, c'est général de Gaulle qui l'a voulu, il a la charge de former le gouvernement. C'est lui qui forme le gouvernement. C'est pas l'Assemblée. C'est pas les coalitions comme autrefois sous la 4e République. On confond généralement les deux. Général de Gaulle a dit, c'est le président de la République qui formera le gouvernement, et il a ajouté dans
le célébrissime discours de Bayeux, il a ajouté, ouvrez les guillemets, il formera le gouvernement en tenant compte des nuances de l'Assemblée nationale. Donc il faut qu'elle soit Il n'y a rien de représentative. plus simple que ça. Il faut qu'elle soit pluraliste et représentative. Mais pardon, François, je vous Tous les comprends pas. courants Est-ce d'opinion. que c'est urgent au point de Laissez-moi devoir finir le la faire? phrase. Non, mais parce que qu'on comprenne. Benjamin Ça peut être l'année Sportouche, prochaine. je vais vous répondre, mais laissez-moi finir la phrase. Je compte sur votre réponse. La démocratie, ça consiste à donner à chacun son juste droit. Vous êtes un électeur vaut en dignité, en légitimité, un autre électeur. Et donc, lorsqu'un courant d'opinion réunit, mettons, plus de 5%, toutes les démocraties qui nous entourent font ça, ça veut dire beaucoup plus d'1 million d'électeurs. Il a le droit d'être représenté. Et un électeur vaut un autre électeur. L'égalité de dignité, de légitimité. Enfin, Emmanuel Macron ne vous a pas entendu quand vous faites ce plaidoyer-là. D'abord, qui vous dit qu'il ne m'a pas entendu? La preuve, il n'y a pas de proportionnel. Ou alors il va y avoir un référendum. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, mais il ne faut pas prendre l'air moqueur en face de tout ça. Ah non, mais ce sont des débats absolument essentiels pour le pays. Mais est-ce qu'il est encore temps de changer les règles d'ici 2022, d'ici les législatives 2022? Il est temps de fixer un calendrier. Si le président de la République est, comme j'espère qu'il le sera, persuadé de cette nécessité, on va se trouver devant des élections législatives, à supposer même qu'ils se représentent et qu'ils soient réélus, qui vont pas prendre l'aspect d'une vague comme on a connu. Il n'aura pas de majorité. Et donc chacun a le devoir de réfléchir à cette règle de justice et de représentativité. Quand vous dites qu'il faut écouter les électeurs, la majorité a eu un très mauvais score aux dernières régionales. Des ministres se sont présentés, ils ont été battus. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'aurait pas dû en tenir compte et, par exemple, remanier le gouvernement en se séparant de ministres comme Éric Dupond-Moretti? Alors, c'est le deuxième message. Je ne vais pas en tirer les mêmes conclusions que les vôtres. Mais j'ai dit, il y a 2 messages recommandés avec accusé de réception. C'est le deuxième message. Le message, c'est à la majorité et à l'exécutif. Et que dit ce message? Je crois qu'il dit... on ne comprend pas bien ce que vous faites, on ne comprend pas comme vous êtes organisé. Et en tout cas, pour nous, on attend du changement. On attend que vous entendiez ce qu'on vous dit. Et moi, je suis partisan qu'on entende ce que les Français ont dit. Alors, une régression de la majorité de la République d'y réfléchir. Je pense en tout cas qu'il faut que soit refixé le cap, que soient refixés les fondamentaux qui ont fait la victoire de 2017 et dont il faut retrouver aujourd'hui la ligne directrice. Parce qu'ils ne sont pas clairs aujourd'hui. Le cap n'est plus clair. Je ne dis pas ça comme ça. Je pense que les Français ont cette opinion. Mais il doit quoi? Convoquer le Congrès, le président de la République, pour s'exprimer devant les parlementaires? C'est une option. Vous le souhaitez? C'est une option. Il y a d'autres options. Quelles sont-elles, ces autres options? Écoutez, laissez le président de la République prendre ses décisions. Je ne suis pas là pour court-circuiter ces décisions. Je pense qu'il est, vous les connaissez, qu'il est très nécessaire que le président de la République fasse entendre aux Français le caractère original et la force du projet qui est le sien. Mais ça passe... Je pense que ce projet du président de la République est lié à 2 questions essentielles. Première de ces questions, quelle reconstruction du pays? Si je prends, on a pris l'industrie, c'est une chose. On a des problèmes dans la santé, l'organisation de la santé, la pharmacie, l'absence de disponibilité. On a des problèmes de souveraineté. Il y a, vous le voyez bien aujourd'hui, des ruptures en termes de matières premières. Et une construction différente de la majorité, François Bayrou? Il y a des secteurs qui sont très importants et on a qui parlé sont de l'industrie abandonnés. Juste pour rester sur cette politique, François Bayrou. Pardon, doit avancer François Bayrou, parce que l'heure tourne. Si vous regardez, on a un problème majeur d'éducation nationale. Un pays comme... Pour moi, c'est un crève-cœur. J'ai toujours aimé cette... pas seulement aimé, été passionné par cette mission. Que la France, grand pays scientifique,
qui s'enorgueillissait de ses médailles Fields, de ses prix Nobel, soit aujourd'hui le dernier pays du monde en termes de compétences mathématiques à l'école. C'est pas possible. Et même en termes de langue, de maîtrise de la langue. Alors, le ministre de l'Éducation s'y est attaqué naturellement. On ne va pas changer tout ça en 10 mois. On est sur la fin du quinquennat. Mais vous voyez, tout à l'heure, votre question, c'était... Vous dites qu'on ne peut plus rien faire. Et maintenant, vous dites qu'on ne peut pas changer en 10 mois. Non, mais on peut s'adresser au pays pour dire ce que vont être les orientations fondamentales de l'avenir. Pour la suite. Première question. Il y a une deuxième question, puis je m'arrêterai là. C'est au fond, quel est le rôle de la France en Europe et dans le monde? Qu'est-ce que c'est notre projet national? Il fera, et je dis national, l'Union européenne, avec l'identité nationale dans cette affaire-là. Ce que nous portons tous et chacun. Qu'est-ce qu'on a à dire à l'Europe et à dire au monde? Ces deux questions-là, comment on reconstruit et quel est le message de la France, sont deux questions. Et alors, j'ai une question beaucoup plus terre-à-terre. Prosaïque. Comment est-ce qu'on le fait? Avec quelle organisation? Est-ce que, par exemple, une maison commune présidée par Édouard Philippe pour restructurer la majorité, la remobiliser, ça aurait vos faveurs? Non, cette manière de voir les choses n'est pas la mienne. Il y a une question préalable. C'est est-ce qu'on est aujourd'hui organisé, même imparfaitement, comme il faudrait, ou bien est-ce que notre absence d'organisation est pénalisante? Et moi, je réponds, toutes ces formations, j'en ai fondé, j'en préside une, ne sont plus en capacité de mobiliser le pays. Il faut bouger. Alors comment? Les organisations que nous avons sont sympathiques, intéressantes, enracinées pour certaines, ont une histoire, mais elles ne correspondent plus aux défis du temps, et alors notamment moderne, à cette rupture démocratique dont nous parlions. Donc il faut reprendre, comme un architecte, créer un seul grand parti de la majorité. Réfléchir. En tout cas, il faut une démarche unitaire, il faut un grand mouvement politique qui ait les traits dont on a besoin, démocrate pour les uns, républicain pour les autres, et populaire. Il faut inventer... démocrate, républicain, populaire, c'est déjà son titre. Inventer... je vous assure, Benjamin Sportouche, on peut rire de la démocratie, on peut rire des partis. Tout le monde le fait. Non, mais vous pensez, on a déjà pensé cette architecture, François Bayrou. Oui, je m'efforce de ne m'exprimer que quand j'ai pensé un tout petit peu. Donc, non, mais est-ce que vous pourriez présider ce parti? Est-ce que vous pourriez le lancer? Vous voulez bien, écartons les questions de personne, y compris la mienne. Je me suis beaucoup battu, j'ai rompu beaucoup de lances au service de ce courant politique-là, de ce grand courant central qui a pour moi vocation à gouverner la France durablement. Pas seulement pour la prochaine élection présidentielle, mais pour organiser, rencontrer les forces. J'en tire cette conclusion des élections. Séparés, on est trop faible. Alors il faut que personne n'y perde de son identité, de son histoire, de son patrimoine de valeurs. Mais il faut une organisation différente et que ce soit une organisation ouverte dans laquelle tous ces Français qui ne se reconnaissent plus puissent trouver un engagement différent, pas forcément un engagement d'adhérents, mais quelque chose à quoi ils puissent participer. Avant qu'on en vienne aux questions express, une toute petite question encore d'actualité. Il y a eu une perquisition au ministère de la Justice cette semaine, en présence du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Est-ce que vous avez été surpris, choqué? Est-ce que c'est normal que les juges aillent au ministère de la Justice comme dans toute autre institution en France? On peut être surpris et choqué, et en même temps penser que les juges ont ce droit, reconnu par la Constitution, de déclencher des actions, y compris des actions... C'était excessif, a dit l'avocat du garde des Sceaux. Les moyens employés ont été excessifs. Oui, j'ai entendu dire qu'on avait découpé au chalumeau des coffres forts vides. Ouais. Je ne sais pas si c'est vrai. Ce n'est pas des renseignements de première main, même si j'ai été au ministère de la Justice pendant une courte période.
je vais dire quelque chose d'un peu sibyllin. Il y a des gens qui imaginent que la justice doit être un contre-pouvoir. Et moi, je pense que la justice doit être impartiale. Il y a même des juges gens. qui considèrent ça, que la justice est un Et vous voyez la contre-pouvoir. différence entre le contre-pouvoir, qui est une manière de Gouvernement des juges. de prendre les pouvoirs de la démocratie et d'essayer de les déstabiliser ou de les affaiblir. Et puis il y a l'autorité impartiale que la justice doit représenter. Et je suis nettement du côté de l'autorité impartiale. J'ai trouvé que le mur des cons était une obscénité. Et là, il y avait un peu de partialité dans la perquisition de ce type. Et c'était une obscénité et il n'y a pas eu de sanction. Je pense que quand un certain nombre de personnes disent il faut aller vers davantage de responsabilité des magistrats, qui n'est jamais mise en cause, je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'il y a un malaise entre la justice et la société, que les citoyens et les justiciables ne se sentent pas assez souvent garantis dans leurs droits. Et je pense que c'est une reconstruction absolument nécessaire et profonde. Et le garde des Sceaux peut rester à ses fonctions de garde des Sceaux après cette période? C'est la décision du président de la République et du garde des Sceaux, mais pour l'instant, je constate qu'il y a eu simplement... et s'il est mis en examen, il doit partir ou pas? Vous poserez la question Lui, il dit que non. au ministre de la Justice et au président de la République. Vous n'avez pas l'air convaincu, François Bayrou. Question express. Le grand jury, question express. François Bayrou, on compte sur vous pour un pour ou contre l'interdiction du voile pour les assesseurs dans les bureaux de vote. Les bureaux de vote, c'est l'espace public et on a le droit, dans l'espace public, de porter un foulard. Pour ou contre le contrôle continu pour toutes les épreuves du bac, comme envisagé par Jean-Michel Blanquer? Ce qui pose question dans le contrôle continu, c'est l'harmonisation des notes et mettre sur la tête ou sur les épaules des enseignants une démarche à nouveau bureaucratique et compliquée pour harmoniser toutes les notes de France, c'est extrêmement compliqué. Plutôt contre. J'ai lu dans le Figaro une tribune très intéressante Plutôt sur contre. ce sujet récemment. Donc plutôt contre, si je résume votre pensée. Pour ou contre la panthéonisation de Joséphine Baker? Je suis le seul Français qui n'aime pas le Panthéon. Donc on ne panthéonise Je trouve pas. que je m'y suis opposé. Enfin, je me suis opposé. J'ai dit que je n'étais pas enthousiaste pour Aimé Césaire, pour Dumas, pour des gens qui étaient dans leur terre et qu'on proposait d'aller enfermer dans ce monument symbolique et majestueux, mais froid. En tout cas, moi, je n'aimerais pas qu'on mette au Panthéon quelqu'un que j'aime. Et donc Simone Veil a été, comme le disait Guillaume Joséphine Roquette. Baker, oui, Simone Veil, Antoine Veil. Il y a des gens qui sont fascinés par le Panthéon, c'est pas mon cas. Il y a des gens qui sont fascinés Vous par ne les demandez pas à y décorations. entrer. Il y a des gens qui sont fascinés par les décorations, c'est pas mon cas. Il y a des gens qui sont fascinés par les grandes institutions honorifiques, toutes les académies, ça n'est pas mon cas. Mais peut-être parce que je suis un Pyrénéen un peu éloigné de ce monde, des grandeurs d'établissement, comme disait un monsieur qui s'appelait Blaise Pascal, Question et qui, politique, franchement, question politique lui avant question aurait mérité nette. les honneurs. Rapidement, Adrien Gindre. On s'interroge beaucoup en ce moment sur les ambitions présidentielles éventuelles d'Éric Zemmour. Est-ce que vous y voyez plutôt une menace pour la majorité Emmanuel Macron ou une opportunité de diviser la droite et d'affaiblir en particulier Marine Le Pen? Je suis pour que chacun vive ses aventures, qu'il soit libre de sa vie, qu'il assume le destin qu'il a ou qu'il croit avoir. Il a quelque chose à dire. Je connais Éric Zemmour depuis 40 ans. Et donc, je ne vais pas me mêler de ce genre de débat. Vous lui parlez?
C'est à lui, comme citoyen, de prendre ses responsabilités. Vous avez des contacts avec lui, des discussions politiques? Ça m'arrive assez souvent. On n'est pas souvent d'accord, mais ça m'arrive assez souvent. Est-ce que Marine Le Pen a été affaiblie, selon vous, par... Oui, bien sûr. Et ça hypothèque ses chances de victoire pour 2022? La majorité a été affaiblie, le Rassemblement national a été affaibli, la démocratie a été affaiblie. Il y a beaucoup d'affaiblissement et assez peu de renforcement. Mais la gauche et la droite renforcées? Ils le croient. Mais ils vont découvrir que ce n'est pas si simple de dégager un leader. Je parle en connaissance de cause. Et ils vont découvrir que ça n'est pas parce que vous avez une étiquette que les gens font confiance à la femme ou à l'homme qui se présente devant vous. C'est comme ça. Autrefois, on votait en fonction des étiquettes. On vient de découvrir que ça n'était pas le cas. Question nette. Le grand jury. Question nette. Bonjour Marie-Pierre Haddad. Bonjour à tous, bonjour François Bayrou. Dans l'actualité des réseaux sociaux cette semaine, Emmanuel Macron a relancé le débat sur les crop tops. Vous savez, ces vêtements qui arrivent au-dessus de la taille. Le président préfère qu'à l'école, ses élèves, ses filles notamment, portent une tenue décente. Je le cite. Vous avez des petits-enfants. Est-ce que ça vous choque, par exemple? J'ai des enfants. Des enfants et des petits-enfants qui vont à l'école, au collège et au lycée. Est-ce que ça vous choque s'ils mettent un crop top pour y aller? Je suis assez peu choquable. Donc pour vous, c'est une tenue décente? Bon, vous voyez bien, il y a une forme de sexisme quand on entend ça de la part du président. J'ai grandi au temps des mini-jupes. Et j'en garde un souvenir absolument chaleureux et ému. Et c'était vraiment, à l'époque, des mini-jupes. Est-ce que c'était décent? Bon, c'était décent. Ça dépend de ceux qui les portent et de leurs attitudes. Et est-ce que le fait qu'Emmanuel Macron intervienne, par exemple, sur la tenue que doivent porter les jeunes filles... Il y a une chose que je sais avec certitude, c'est que je respecte la liberté, y compris des gens que j'aime bien, et surtout des gens que j'aime bien. J'ai trouvé, par exemple, ça a été beaucoup critiqué, que son émission, je ne sais pas comment on dit, avec les youtubeurs, était... McFly et Carlito. Oui, avec Carlito et McFly. J'ai trouvé que c'était très sympathique. Une autre question. J'ai trouvé qu'il n'avait jamais abandonné la dignité présidentielle et qu'en même temps, c'était complètement détendu et complètement naturel. Ça n'a pas mobilisé les jeunes pour autant aux élections. Pour autant aux élections, mais vous aurez observé qu'il y a 13 millions de jeunes, je crois, qui ont regardé cette production. Justement, concernant Emmanuel Macron, il s'oppose aussi à l'allongement de 12 à 14 semaines du délai pour avoir recours à une IVG. Le chef des députés de La République En Marche, Christophe Castaner, a clairement dit qu'il avait un désaccord avec le président. Est-ce que vous êtes favorable à l'allongement de ce délai? Je pense que c'est une question sur laquelle le comité d'éthique doit se prononcer. Très bien. Donc le comité d'éthique, avant que... Mais vous n'avez pas d'avis particulier? Vous êtes plutôt sur le maintien à 14 semaines? À 12 semaines. Vous voyez bien les problèmes de la sensibilité que ça pose. Pour moi, c'est pas indifférent. L'enfant qui se développe dans le sein, comme on dit, de sa mère, c'est pas indifférent. Cela dit, il y a des lois et le comité d'éthique doit pouvoir dire ce qu'il en pense. Très rapidement, une toute dernière question. Oui, François Fillon entre officiellement au conseil d'administration d'un grand groupe pétrolier russe. Est-ce que vous pouvez envisager de le faire? Est-ce que ça vous choque et vous estimez qu'il y a un conflit d'intérêts? Est-ce que je peux envisager de faire ça? Jamais, pas une seconde, ni de près, ni de loin. Quand vous avez été un responsable public de premier plan, affiché de cette manière, que vous êtes sous la coupe d'un puissant État étranger, il y a quelque chose qui, moi, me heurte et m'a toujours heurté. Merci. Alors on dira qu'il y a des dirigeants allemands qui l'ont fait, M. Schröder en particulier. Moi, ça me heurte. Quand vous avez incarné ce qu'un pays a de plus précieux,
À mon sens, il faut pas C'est faire dit. ça. Alors, merci François Bayrou, c'était le dernier grand jury de la saison. Merci à nos partenaires, le Figaro LCI. Merci aussi à tous les techniciens réalisateurs qui permettent la bonne tenue de ces émissions tout au long de l'année. Un grand merci tout particulier à Catherine Mangin et Philippe Rey pour leur accompagnement, mais aussi Chantal Busson, Catherine Chevillon. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous le 29 août pour une nouvelle saison qui s'annonce bien sûr passionnante avec l'élection présidentielle en ligne de mire. D'ici là, bel été à tous, prenez soin de vous.